Bonsoir à tous, merci d'être venus. Ce soir, on a un événement SaaStock Paris. SaaStock Paris, c'est la version parisienne d'un événement pour les gens qui sont dans l'écosystème du SaaS qui a lieu à Dublin une fois par an au mois d'octobre, que je vous conseille vivement de regarder au mois d'octobre prochain. Et on a très généreusement et bénévolement, avec un certain nombre de SaaS passionnés comme mon ami Sébastien ici présent, ou Vincent de Fincom, organisons ces événements-là une fois par trimestre, donc c'est 4 fois par an. On essaie de trouver des gens qui ont des histoires à raconter, qui vont vous inspirer et qui vont vous donner envie de devenir la meilleure version SaaS de vous-même. Ce soir, c'est Gaëtan qui va vous raconter son histoire chez Algolia, qui est passionnante. Les 2-3 choses que je veux vous dire, c'est qu'on est sponsorisé ce soir. Donc on a notre ami ici présent qui va venir vous dire qui il est. Donc écoutez-le attentivement parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous servir des petits fours et qu'on peut travailler bénévolement pour vous organiser ces événements. Et on a aussi Fincom qui est notre sponsor. Fincom, c'est l'outil d'analytics de revenus que nous, on utilise chez AgoraPulse, qui a remplacé ChartMogul, Profitwell, qu'on a aussi utilisé pendant un temps. Donc si vous êtes dans le SaaS et que vous regardez votre revenu et que vous essayez de comprendre si vous churnez plus en Allemagne qu'en Albanie, et ben c'est grâce à des logiciels comme Fincom que vous allez pouvoir le faire. Donc merci à vous d'être venus ce soir. Je vais laisser notre ami sponsor, notre meilleur ami sponsor se présenter et passera ensuite le micro à Sébastien pour qu'on puisse aller sur le contenu vraiment intéressant. Bah ouais. Ah pardon, excuse-moi. Non, merci. Non, mais je vais pas prendre pour moi. Merci Émeric. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Vincent, voilà, je suis donc l'ami d'Émeric. Je m'appelle Vincent, je travaille chez GoCardless et nous on est opérateur de paiement. Donc on m'a dit de faire une presse, j'ai fait une presse, il y a 263 slides, je ne passais pas beaucoup de temps dessus. En fait, je n'ai pas voulu vous assommer avec des chiffres, des tableaux et des graphiques, je vais juste vous donner quelques informations sur pourquoi utiliser une solution comme GoCardless. Pourquoi est-ce qu'on est utilisé par à peu près 80 000 sociétés dans le monde. Ça va de l'entrepreneur qui est tout seul à la grosse entreprise, l'établissement de taille intermédiaire ou la filiale de grands groupes qui fait plusieurs millions de paiements par an. Donc en fait, on a une stat qui me vient moi d'un expert comptable qui m'a expliqué que les boîtes de services, en général, donc ça dépend évidemment des différents secteurs, mais en général, une boîte de service a à peu près 30% de son cash dehors. Elle se laisse payer par ses clients, elle attend que le client les paye, et donc il y a toujours des retards de paiement, il y a toujours du cash dehors. Et en fait, à peu près 50% des clients payent en retard. Parfois, ils ne le font pas exprès, parfois c'est voulu. Et évidemment, le cash dehors, c'est votre trésorerie qui souffre. En fait, quand on a du cash dehors, on fait crédit à ses clients. Sauf qu'en général, on ne se fait pas payer dessus. Il n'y a que dans le télécom où on fait payer des pénalités de retard. Mais en général, on ne fait pas payer des pénalités de retard à n'importe quel client. Et ça a des conséquences. Des gens payent des agios. Parce que quand on est à découvert nous-mêmes parce qu'on n'a pas été payé, les agios, il faut les payer à la banque. Eux, par contre, ils ne vous font pas crédit gratuitement. Hein. Il est payant, le crédit, lui. En général, vous faites quoi ? Vous dites, bon, allez, je vais faire un petit prêt, hein, une demande de financement. Je vais faire financer mes factures. Elles sont en retard, je vais les faire financer le temps qu'ils me payent. Voilà. Donc, je me prends une avance sur trésorerie. Ça coûte de l'argent, ça aussi. Il y a de l'administratif, parce que quelqu'un qui ne vous a pas payé dans les temps, il faut l'appeler, il faut relancer, il faut être patient, il faut prendre sur soi. Et évidemment, quand vous appelez les gens pour leur dire, au fait, Robert, tu ne m'as pas encore payé, c'est pas toujours agréable pour le client, surtout si en plus vous avez prévenu avant, mais c'est quelqu'un à la compta qui l'a appelé parce qu'il n'était pas au courant que vous aviez un deal avec lui. C'est bien dommage, mais ça abîme la satisfaction de ces clients-là. Et enfin, tous les petits outils que vous rajoutez pour faire du recouvrement, c'est-à-dire de la relance par email, par courrier, par téléphone, un petit outil de financement de facture, hein, de l'avance de trésorerie sur facture, tout ça, ça complexifie le stack technique que vous mettez en place. Donc en fait, GoCardless, c'est quoi ? C'est une solution de prélèvement. Donc on n'a pas réinventé une nouvelle façon de se faire payer, c'est tout simplement du prélèvement. Sauf que, contrairement aux banques, on arrive à automatiser le prélèvement. Aujourd'hui, vous avez une facture, elle est automatiquement prélevée à la bonne date, du bon montant. Donc on est payé dans les temps et tout le temps.
Donc, qu'est-ce que ça a comme bénéfice? J'en ai listé quelques-uns ici. Donc, déjà, on peut collecter en 38 pays avec un seul compte, même un compte en euros, un seul compte bancaire en euros et un seul compte GoCares, on peut collecter en 38 pays. Il n'y a pas de commissionnement sur les frais de change. Hein. Si vous avez déjà collecté 100 $ aux États-Unis et que vous avez reçu 40 euros, c'est à cause des commissions de change. Les frais sont plafonnés, contrairement à la carte. Une carte, plus vous faites payer par carte, plus vous payez des frais élevés. Nous, il y a un plafond. C'est normal, c'est du prélèvement. On n'est pas de pénalité d'échec, contrairement aux banques. Si vous regardez vos conventions bancaires, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un échec, au Crédit Agricole, c'est 12 euros, je crois. À Société Générale, c'est 15 euros. Au Crédit Mutuel, je crois que c'est 20. Après, c'est négociable et je ne te la fais pas à 20, je te la fais à 17. Nous, il n'y a pas ces pénalités de retard. Il y a également une conformité légale. Très important. En général, quand on travaille avec la banque, on oublie cette conformité légale. On a complètement oublié qu'il y avait la conformité des mandats à avoir. Il faut conserver ces mandats et pouvoir les garder et les opposer en cas de besoin. Ce n'est pas la banque qui va le faire. Elle n'est pas tenue de le faire. Celui qui a la charge de la preuve, c'est le créancier. Il doit envoyer des notifications légales également. Ça, personne ne le fait. Avec GoCares, c'est nous qui nous en occupons. Et tout ça, c'est fait sans quitter le logiciel de gestion. Il n'y a plus d'aller-retour entre deux logiciels. Ah, j'ai créé ma facture. Hop, je vais aller créer mon paiement. Puis une fois que mon paiement est fait, je retourne dans mon logiciel de facturation pour marquer la facture en payé et l'envoyer en compta. Tout ça, ça se fait de manière automatique. On a une API qui est ouverte, évidemment, et même des intégrations natives avec des éditeurs. Et comme je l'ai dit, la réconciliation, elle est automatique. Donc, il y a moins de gens à utiliser pour les tâches qui sont sans intérêt, en fait. Marquer des factures en payé, ça n'a jamais excité personne. Voilà. Et ça, c'est le même expert comptable donc, qui s'appelle Romain J. Alors, comme je n'ai pas demandé son autorisation, je ne vais pas donner son nom de famille, mais il m'a expliqué que lui, au lieu d'avoir 30% de cash dehors, en fait, il en a 5. Il a moins de 5% de son cash qui est dehors depuis qu'il utilise GoCardless. Voilà. C'est tout pour moi. Je suis disponible. Si vous avez des questions, bien entendu, je suis venu avec toute une équipe. On est au moins 4. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse avec le contenu le plus intéressant et je vous revois à la fin. Merci. C'est pas toi. Eh bien, merci à tous. Merci d'être là. Merci Vincent pour ton introduction. On va donc parler un peu d'Algolia, on va parler un peu de toi, Gaëtan. Moi, je suis assez content d'avoir Gaëtan sur place, parce qu'on partage un point commun, c'est qu'on gère tous les deux des équipes revenus, alors pas la même taille, en tout cas de mon côté pas encore la même taille que les tiennes, mais très étendues. Et on a comme point commun, c'est qu'on est tous les deux ingénieurs, puisque si je ne me trompe pas, toi tu as fait Télécom Paris, et que c'est quand même assez rare d'avoir des ingénieurs qui pilotent des équipes revenues aussi larges. Donc je trouve ça intéressant. Et puis après, tu as même continué, parce que CNRS après un petit peu. Et puis après, tu as passé côté obscur de la force chez Business France, qui t'ont même envoyé aux US à San Francisco pour être sûr que tu sois bien picousé côté obscur. Et puis, tu arrives chez Algolia, et donc c'est ça dont on va parler plus particulièrement, c'est ça qui je pense qu'il va nous intéresser un peu tous ce soir. Premier de l'équipe revenu, ou de l'équipe commerciale étendue, on va dire, voilà, avant même l'expérience YC. Donc ça, en fait, j'ai hâte que tu nous expliques ça juste après. Et puis, on t'est resté 11 ans. Et maintenant, en fait, tu as rejoint Singular en tant qu'exécutif d'une résidence. Déjà, bravo pour tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en fait, de ton parcours, je pense ce qui va nous intéresser tous, ce que tu as fait chez Algolia, où tu en as été, où tu es allé. Et puis, pour rappel, un peu pour toute l'audience, en fait, nous, ce qu'on aime bien chez SaaStock, c'est pas que les belles histoires. Les belles histoires, ça nous inspire. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la vraie vie de ce que tu as vécu, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'en fait, on est tous là pour apprendre. Et on apprend plus des erreurs que des choses toutes faites. Donc, c'est ça qui nous intéressait. Bonsoir à tous, merci d'être venus. En quelques mots, comme tu disais, moi j'ai rejoint Algolia quasiment au tout début, on était 4 au moment où j'ai rejoint, donc fin 2013. Il y avait les 2 fondateurs qui avaient créé la boîte un an avant, en septembre 2012. Il y avait Sylvain, VP Engineering, qui est arrivé 3 semaines avant moi. J'en ai toujours voulu d'être arrivé avant moi.
Et donc moi, je suis arrivé novembre 2013. À l'époque, on était à $4000 de MRR, donc vraiment tout début, avant Y Combinator. Donc j'ai eu la chance du coup de pouvoir participer à Y Combinator. On était dans le batch Winter Batch 2014. Donc j'étais effectivement le premier, c'est même pas commercial parce que c'est le premier qui développait pas en fait. On va dire ça comme ça. Et puis ouais, mon onboarding a été assez simple. Hein. Ça a été, j'avais la boîte avec mon MacBook sur la table. Et voilà. donc voilà. Et puis à partir de là, j'ai construit toute la partie commerciale, revenus, de quasiment zéro. Et on a eu la chance d'avoir une croissance assez rapide. À la fin de ma première année, on a fini l'année à 1,2 million d'ARR. On a fait x4 l'année suivante, x2 l'année d'après. Donc on a fait 1,2 million, 5 millions, 11 millions, 22 millions, 44 millions. Donc ça a été très très rapide et on pourra en reparler, très violent. Vraiment très très violent. Je suis passé sur un rôle en 2020, sur un rôle un peu plus transverse. Le titre, c'est CSO, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, l'idée, c'était de me retirer un tout petit peu du day-to-day, des choses très court-termistes, et d'utiliser un petit peu ma connaissance historique de la boîte. Parce que quand on a 6-7 ans de connaissances accumulées, on a le recul sur quasiment toutes les décisions qui ont été prises, toutes les choses qui ont été tentées. Et donc ça peut être utile quand on doit attaquer des sujets un petit peu compliqués comme le pricing, comme vraiment structurer du go-to-market avec une vision un petit peu plus long terme. Et donc ça, c'est des sujets que j'ai pris dans les 3 dernières années, dans la boîte. Donc voilà. Puis donc la boîte est passée de 4 personnes du coup quand je suis arrivé à plus de 700, quasiment 800 personnes aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, 15-16 000 clients dans le monde. Donc voilà. Ouais. Super. Écoute, génial, bravo pour tout ça. On va revenir un peu au début. Moi, je voudrais que tu nous parles en fait des premiers revenus. Alors, même si c'était il y a 10 ans, ça ne change rien. Trouver les premiers clients, c'est toujours le plus dur. Et surtout, en fait, comment rendre ce revenu pérenne. Du coup, en fait, comment ça s'est passé chez vous, en fait, l'acquisition des premiers revenus? Comment vous avez trouvé en fait ce go-to-market fit? Comment vous avez commencé à le structurer en démarrant de zéro, quoi? Ouais. Je pense qu'à l'époque, aujourd'hui maintenant product-led growth, c'est un truc qui est hyper commun. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Il n'y avait même pas de nom, je pense, pour décrire ça. Les seules boîtes qui le faisaient, nous, vraiment notre grand frère dans cet univers-là, c'était Twilio. Et l'idée, en fait, ce qui était un trait de génie des fondateurs, de Sylvain, ça a été de créer un produit qui pouvait être self-service et utilisé par n'importe quel développeur. Même un développeur qui sort d'un bootcamp devait pouvoir utiliser le produit tout seul. L'idée, c'était de ne pas avoir besoin d'un humain pour expliquer ce que le produit était censé faire ou pour tenir la main de cette personne-là pour l'implémentation. En fait, ce que ça a permis de faire, c'est que ça nous a créé un funnel inbound assez impressionnant. Et notamment dû au fait qu'on rendait cette techno-là, ce sujet-là du search accessible à tous les développeurs dans le monde entier. À l'époque, l'alternative, c'était d'utiliser de l'open source, Elasticsearch. Et donc, c'était quelque chose qui était accessible uniquement aux devs back-end et aux gens un peu barbus. Là où, en fait, les gens qui créaient des apps mobiles ou des sites web n'avaient pas accès à ce skill d'implémentation du moteur de recherche. Ce qui était un vrai problème, puisque un site, c'est principalement la consommation d'informations. C'est quasiment la première chose que les gens vont faire. Et du coup, le moteur de recherche fait partie intégrante de l'UX d'un site. Et le fait que nous, on ait délivré un moteur de recherche sous la forme d'une API, qu'on package toute la complexité d'implémentation d'un moteur sur le choix des serveurs, sur la redondance des serveurs, toute la complexité, on l'a complètement cachée. On a exposé que le niveau de complexité qui était nécessaire à la customisation pour le site donné. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un outil qui, historiquement, a toujours dû être dans les mains de dev front. On leur a redonné cet outil-là. Et je pense que c'était un peu le pari que Julien et Nico ont fait à la base, et que ça a été un pari payant parce qu'on a eu un inbound extrêmement important dès le début. Et moi, du coup, en arrivant en sales, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai traité cet inbound. Donc moi, évidemment, l'idée, c'était que littéralement, je parlais à tout le monde. J'essayais de parler à tout le monde. Pour comprendre plusieurs choses. Ma première année, ça a été plutôt de la découverte et de l'apprentissage que de la vente pure et dure.
Il y avait plusieurs choses qu'il fallait qu'on comprenne. C'était est-ce que ce produit, ça va être un produit uniquement transactionnel du SMB et est-ce qu'on peut vraiment closer des gros deals avec ce qu'on fait? Quelle est la valeur de ce qu'on fait? C'est pareil, le moteur de recherche, notre moteur de recherche, c'était rapide, ok, cool, et so what en fait, tu vois? Est-ce que les gens font plus d'argent avec ce truc-là? Et donc il y a eu tout ce travail de découverte, d'essayer de comprendre un peu si on trouvait des patterns dans les gens qui nous utilisaient, dans les gens qui nous payaient, dans les rôles qui venaient nous voir. Et du coup, ça, si on creuse ce point-là, parce que c'est un point hyper important de comprendre que les clients tirent de la valeur. Comment vous l'avez fait en fait? Vous l'avez fait de manière empirique? Vous aviez... Ah ouais, tu fais des conversations, tu fais des coups de fil en fait, tu passes ta vie en call. Donc beaucoup d'interviews clients, quoi. Ah ouais. Ah ouais, things that don't scale, on sait ce que c'est. Hein. Ah ouais, non, énormément de conversations et même avec des clients random, un peu obscurs, justement, parce qu'on avait vraiment cette curiosité de savoir pourquoi est-ce que, j'en sais rien, pourquoi est-ce que j'ai un exemple en tête, pourquoi est-ce qu'un Rap Genius va nous utiliser, pourquoi est-ce que un Dow Jones à sign up, c'est bizarre, Dow Jones, pourquoi est-ce que... Et donc, une sorte de, une énorme curiosité pour comprendre, vraiment, c'est vraiment l'idée, c'était de comprendre quelle est la taille du marché, même pas la taille du marché adressable, mais en fait, ce qui était génial, c'était de se rendre compte qu'il y avait énormément d'histoires possibles dans la manière d'utiliser notre produit. Et du coup, ça, pour moi, ça avait un aspect hyper rassurant parce que je savais que j'avais quasiment un marché illimité devant moi. Mais par contre, c'est aussi assez étouffant, daunting, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'un sales va réussir à gérer autant d'histoires possibles? Justement, qui gérait en fait ces questions? Parce que vous étiez tout petit. C'était toi en tant que sales ou il y avait d'autres personnes? Il y avait quelqu'un au marketing? C'était les founders? Et comment vous avez réparti ça? Personne au marketing. Ça a été moi et puis les founders au tournant de conversation qu'eux-mêmes avaient. Mais moi, pour le coup, c'était vraiment... Enfin, j'avais besoin de ça en fait pour faire mon taf. Et donc, effectivement, on se retrouve on a une intuition forte on se dit, ok, le e-commerce, je pense que le e-commerce va être quand même un truc intéressant. Puis on se retrouve à parler du e-commerce. On utilise des mots, on ne connaît pas leur langage, on se prend des vestes, on tente des pitchs qui foirent lamentablement. Puis au fur et à mesure des conversations, on commence à avoir des patterns et des choses répétables. Et puis à la fin de cette première année, ok, j'avais un tout petit peu de répétabilité sur quelques types de deals. Et c'était des deals qui étaient à 5 chiffres. Donc je me dis, ok, deal à 5 chiffres, on a besoin d'un humain sur des deals à 5 chiffres parce que un dev va pas mettre une carte bancaire pour 50 000 $. Donc il y a tout un decision process en interne dans la boîte. Et là, on a besoin d'un sales. C'est-à-dire que la manière dont nous, on voyait les sales à l'époque, c'était le sales n'est pas là pour faire la démo du produit, le produit est là pour ça. Le produit doit être suffisamment bien foutu, self-service, la doc doit être assez nickel pour que tout le travail de découverte, de compréhension, d'onboarding soit self-service fait par le produit. Ça nous permettait en plus de dérisquer les ventes, parce que le produit étant technique, souvent les sales sont moins techniques et je voulais surtout pas avoir de gens qui racontent n'importe quoi sur les calls. Donc du coup, le fait que ce soit le produit lui-même qui own toute cette phase de découverte, c'était hyper important. Mais par contre, une fois qu'un dev kiffe le produit, il faut aller convaincre la personne qui a le pouvoir de signer des chèques de ce montant-là. Et c'est là que tu fais venir un sales qui aide le champion à naviguer à l'intérieur du compte. Et donc, à la fin de cette première année, on finit à 1 million. Il y a plusieurs deals où je sens qu'il y a un pattern. Et c'est là qu'on se dit, OK, là, c'est bon, on peut scaler une équipe sales là-dessus. Du coup, on avait discuté aussi pas mal dans la préparation sur le fait que malgré tout, on reviendra après sur la partie de comment on construit son équipe. Mais là, tu racontes ça en fait comme si tout s'était bien passé et que tout était venu de manière naturelle et que tu avais juste eu à récolter les fruits de l'inbound qui étaient arrivés. Il y a quand même eu des passages qui ont été difficiles, des choix que vous avez faits qui n'ont pas porté leurs fruits, et ainsi de suite. Du coup, comment vous avez vécu, vous, ces passages, en fait, qui étaient, tu me disais, il y avait des passages qui étaient quand même assez compliqués. Et quel conseil tu aurais aimé avoir, en fait, à l'époque que tu n'as pas eu, quoi. L'univers de l'hypercroissance est très spécial parce qu'on comprime complètement la dimension temporelle. Et du coup, on se retrouve à devoir faire des choses à l'instant T qui n'ont aucun sens
dans le contexte actuel. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que pour maintenir cette cadence d'hypercroissance, toutes ces choses-là que je devais faire aujourd'hui, qui n'avaient pas de sens. On se retrouve en fait trop vite au pied du mur, à se rendre compte de choses trop tard. Typiquement, à un moment donné, c'est naturel, l'inbound, c'est pas que l'inbound se tasse, mais là, il y a une sorte de... il y a un concept qui s'appelle le growth endurance. En gros, la croissance n'est jamais exponentielle sur du long terme. C'est-à-dire que maintenir 100% de croissance constamment year on year, c'est quasi impossible. Donc à un moment donné, en fait, la croissance se tasse un tout petit peu. Donc elle passe de 100% à 80%. Et donc c'est ça qu'on appelle l'endurance, c'est le pourcentage de croissance qu'on a réussi à garder une année après l'autre. Ça, c'est un concept que j'ai découvert un peu trop tard, où en fait, et je l'ai vu quand on regardait le trafic sur le site, on regardait nos sign-up et autres, et on se dit, putain, ça commence à tasser un tout petit peu, on passe de 100% de croissance year on year à 85%, et vu que nos targets à nous étaient top-down, hein, c'était arbitraire, hein. Souvent, je me rappelle, tous les ans, c'était, alors je pense que l'année prochaine, on peut faire 80. D'accord, on va faire 100. Donc, voilà. Et donc, du coup, en fait, j'aurais aimé anticiper un tout petit peu plus le fait qu'à un moment donné, j'aurai un gap dans mon haut de funnel où je sais que mon inbound va faire plus que 85% de croissance. Et donc, du coup, comment est-ce que je bridge ces 85 pour maintenir 100% de croissance? Et donc, ça, typiquement, c'est un exemple où plus tôt, on aurait dû commencer, je pense, à investir dans d'autres funnels d'acquisition, partner, même l'outbound, typiquement. Parce que quand on a commencé à le faire, c'est des machines qui mettent un peu de temps à se mettre en place. Du coup, on a été impacté par ce ralentissement un petit peu de la croissance. Typiquement, c'est le genre de choses que j'aurais fait, que j'aurais aimé qu'on me dise un petit peu plus tôt. Ok, tu disais nouveaux canaux, mais à un moment, il me semblait tu m'avais dit aussi que quand vous êtes devenu suffisamment gros, les canaux, ajouter de nouveaux canaux suffisait plus. Et il y avait la question d'ajouter de nouveaux produits ou diversifier la plateforme et ainsi de suite. Comment en fait tu arrives à savoir en fait, est-ce que c'est des nouveaux canaux qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut voir suffisamment en avance en fait pour de nouveaux produits, pour diversifier des nouvelles géos et ainsi de suite. Parce que trouver les triggers c'est compliqué. En fait, la manière dont... Comment expliquer ça? Vous voyez à quoi ça ressemble une courbe en S, une S-curve? En fait, ça, c'est la manière dont quasiment tout ce qu'on fait quand on lance un produit, quand on lance un marché, c'est la manière dont ça se comporte. Ça commence en exponentiel et naturellement, à un moment donné, ça va commencer à se tasser. La croissance va commencer à se tasser. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour combattre ce ralentissement de la croissance, c'est rajouter des S-curves, les stacker les unes par-dessus les autres. Et en fait, quand on fait ça, mécaniquement, on arrive à maintenir une croissance élevée. Et donc, tout peut être une S-curve. Parce qu'une S-curve, ça correspond à un nouveau marché, une nouvelle zone dans laquelle on va diffuser notre produit. Donc ça peut être soit un nouveau produit, et typiquement c'est là où Datadog a été hyper fort en fait. Ils ont shippé énormément de nouveaux produits, et en fait c'est des S-curves qui se rajoutent les unes aux autres. HubSpot, c'est ce qu'ils ont fait également, et c'est ce qui leur a permis de maintenir une endurance de croissance à plus de 90%. Et ça peut être en go-to-market, ça peut être lancer un nouveau sales play, un nouveau use case. Typiquement, identifier, nous, notre play historique qui a très très bien marché, c'était le e-commerce, consumer e-commerce. En fait, essayer d'identifier est-ce qu'il y a des choses adjacentes autour de ça dans lesquelles on peut se lancer. Et typiquement, dans ce cadre-là, un truc qui a très bien marché, c'est de se dire, OK, on est très fort en consumer e-commerce, on va juste faire un tout petit pas de côté et regarder si en B2B e-commerce, le produit peut marcher aussi. Et en fait, en faisant ça, on se lance dans une poche de marché complètement nouvelle, mais sur laquelle on peut quand même leverager nos KPI consumer, parce que dans le B2B, c'est les mêmes KPI, c'est basket size, conversion rate et compagnie. Et donc, du coup, les wins qu'on a eu en consumer commerce, on peut les utiliser pour se lancer dans le B2B commerce. Et en faisant ça, en fait, tu relances une S-curve qui se rajoute à la S-curve initiale qui est en train de se tasser. Et au point de vue macro, en fait, ta croissance, elle maintient et continue, en fait. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'identifier les nouvelles S-curves. Donc, nouveaux produits, nouveaux use case, nouveaux sales play, des nouvelles géos, donc toujours, est-ce qu'il y a un nouveau marché dans lequel on peut se lancer? Les identifier et les anticiper. Parce qu'entre le moment où tu l'identifies et le moment où tu la lances, en fait... C'est hyper long. Ouais. C'est long. Ouais. Et du coup, tu parlais de channel. Il y a un channel qui, à de ma compréhension, a été hyper important pour vous, c'est la partie communauté.
Comment vous avez lancé en fait l'aspect communauté? Parce qu'en fait, on sait que les devs ont quand même une tendance à parler beaucoup entre eux et à vouloir expérimenter Ouais. des choses Ouais. ensemble, ce qui est différent de certains autres marchés. Ouais. Comment vous avez réussi en fait à lancer cette partie-là qui est compliquée de gérer une communauté? Après, il y a beaucoup de choses que je dis qui sont post-rationalisées, hein. À l'époque, on ne pensait pas du tout comme ça, hein. Plusieurs choses qu'on a faites qui ont vachement marché. Je pense que si tu prends une vue funnel, l'idée c'est que tout en haut du funnel, faut parler de choses qui intéressent les gens, pas parler de toi. Les gens s'en foutent de toi à ce moment-là et ils s'en foutent du search. Et donc, on a produit énormément de contenu en fait, qui était très technique et beaucoup très intéressant. Les gens apprenaient vraiment des choses avec ce qu'on écrivait. Et c'était du contenu sur comment est-ce que quand tu fais un cluster, tu t'assures que tes 3 machines restent en synchro. C'était créer une infrastructure globale. Voilà là où on a galéré, là où on a machin. Et donc en fait, en faisant ça, c'est des sujets qui potentiellement intéressent énormément de monde. Et c'est comme ça que tu les fais rentrer en haut du funnel. Ça crédibilise ta marque, ça crédibilise ton équipe. Dans l'inconscient collectif, les gens se disent oh, les gens d'Algolia, ils ont l'air d'être assez costauds quand même parce que ce qu'ils écrivent, ça casse le cerveau, quoi. Et puis les autres choses qu'on a faites derrière, ça a été d'exposer notre produit aux gens, mais de la manière la moins, comment dire, avec le moins de friction possible. C'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, très tôt, on a power, par exemple, le search de Product Hunt gratos. Donc quand Product Hunt a été créé, on est allé voir Ryan Hoovers et on lui a dit on te le fait gratos. Tout ce qu'on veut, c'est juste un logo dans le footer de la search box. Et ça a été hyper ingénieux parce que finalement, les gens qui allaient sur Product Hunt et qui vont sur Product Hunt, c'est par définition des early adopters qui cherchent des choses nouvelles. Et ils se retrouvaient du coup tous les jours à aller sur Product Hunt et puis ils voyaient notre logo. Et puis 2 heures après, ils se retrouvaient à aller sur la doc de React. Et ben, c'était encore Algolia qui était sur la doc de React. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un projet qui s'appelle Doc Search, où en un seul clic, tu avais un moteur de recherche Google-like en termes de performance sur ta doc. Et implémenter un moteur de recherche sur une doc technique, c'est le dernier truc que les devs veulent faire. Donc typiquement, on les a énormément aidés en faisant ça. Et très vite, on s'est retrouvé avec des millions d'utilisateurs sur ce projet qui étaient gratos, communautaires et autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plusieurs initiatives comme ça qui ont fait que dans une même journée, un dev lambda se retrouvait exposé à Algolia sans avoir à venir à nous, c'était nous qui allions à eux. Et on exposait notre produit, on les aidait littéralement dans leur quotidien. Parce que quand tu étais sur le search de Stripe, par exemple, bah, c'était Algolia. Et tu te mettais assez à chercher, on rendait la formation hyper accessible. Donc on a créé énormément de goodwill en fait, dans la communauté. Et ce qui se passait, c'est que bah, les gens, au moment où ils avaient effectivement un projet, bah, on était dans leur tête. Et ils venaient à nous. Et donc en fait, on a planté des petites graines comme ça. Et on a énormément donné gratos à la communauté. Donc, Pour montrer l'efficacité, quoi. ouais, mais la manière dont on l'a fait, c'était pas. Il n'y avait vraiment pas de logique commerciale. C'était fondamentalement Nico, Julien, Sylvain, enfin Kevin à l'époque, c'était on veut vraiment aider les gens en fait. Donc c'était chouette parce que ça sentait pas le marketing en fait, ça sentait pas les sales du tout, quoi. C'était vraiment très genuine dans la manière dont on l'a fait et du coup les gens sont venus à nous. Là, tu nous parles beaucoup de choses qui ont bien marché, de succès, de trucs, de quick win qui ont bien marché. Après, il y a pas que des trucs qui ont bien marché. Comment tu as géré, en fait, comment vous avez géré le lancement de choses en fait, est-ce que tu as des exemples de trucs où vous êtes dit c'est l'idée du siècle et puis en fait c'est tombé à l'eau et comment tu continues en fait à tu vois, on a fait Product Hunt, ça a marché, on a dû en faire d'autres qui ont lamentablement foiré, quoi, sur lesquels il n'y avait pas de trafic, donc oui, évidemment. Mais l'idée, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'essayer un maximum de choses le plus vite possible, en fait. Tu sais pas ce qui va marcher en avance, donc du coup, et c'est un truc je pense qu'on a vraiment retenu de Y Combinator, c'est ship et fail fast. Le pire truc à l'époque, en tout cas, moi je me souviens, ton pire ennemi c'est toi-même et ton cerveau, où dans ta tête tout a du sens, et tu passes énormément de temps à réfléchir, à te construire un rationnel, à discuter avec les gens, sauf qu'en fait, tu sais pas ce que tu sais pas, et la seule manière de savoir ça, c'est de lancer le truc et de le tester. Et Y Combinator, parce que justement c'est limité dans le temps et qu'il y a
des attentes à l'époque. L'attente d'un Y Combinator, c'était tu choisis une métrique et toutes les semaines, cette métrique doit croître de 10%. Donc, tu as vraiment une urgence absolue à faire croître cette métrique. Et du coup, ça te force à prendre des décisions extrêmement rapidement et à tester des choses très rapidement. Et ce muscle-là, on l'a gardé dans le temps derrière. Donc, le but, c'est pas d'avoir raison sur ton idée. On s'en fout. C'est de faire un truc qui marche, en fait. Et tu sais qu'il y aura forcément du déchet. Et il y a eu plein de déchets. Et surtout de pas conserver une idée qui fonctionne pas. Ah ouais, bien sûr, ouais, la tuer, et c'est pas grave. On apprend toujours, quoi. On va revenir sur la partie en fait croissance de l'équipe. Tu as quand même monté une équipe large en termes de métier, large en termes de nombre de people. C'est quoi toi en fait tes bons conseils ou tes bonnes pratiques ou ce que tu aurais voulu savoir avant, les erreurs que tu as fait que tu aurais voulu faire différemment? Si je pouvais me parler à l'époque, je me dirais licencie-toi très vite. Dès que tu sais faire un truc, recrute quelqu'un pour le faire. Dès que tu es dans ta zone. Parce que en fait, je pense que la grosse force des profils qu'on a eu à l'époque, c'est des créateurs en fait. Et au moment où tu deviens opérateur, c'est trop tard, tu n'utilises plus tes skills en fait, tes vrais skills. Et donc typiquement, je me suis retrouvé à être la personne sales ops jusqu'à ce que la boîte fasse 16 millions d'ARR. C'était moi qui gérais le CRM. Débile. Complètement con. Mais du coup, je crevais littéralement sous la charge de travail. Enfin, parce que je faisais ça, les deals, machin, c'était complètement débile. J'aurais dû recruter quelqu'un pour le faire dès qu'on a fait nos premiers pas sur la partie ops. Une chose qu'on a bien faite, par exemple, c'est parce que du coup j'ai appris de mes erreurs. Quand on a monté l'équipe Enterprise, j'ai pris le meilleur commercial qu'on avait, Jérémy, et je l'ai mis dessus. C'est-à-dire que j'ai pris la personne sur laquelle je pouvais compter absolument tous les quarters pour éclater son quarter. Je l'ai sorti et je l'ai mis sur un truc sur lequel on n'avait aucune garantie que ça marche. Et donc ça a été aussi une leçon, c'est-à-dire que les meilleurs éléments doivent travailler sur les choses les plus dures. Les plus dures. Dès qu'il y a quelque chose qu'on comprend qui est répétable, on met quelqu'un dessus pour le dérouler. Typiquement en Ops, c'était un peu l'idée. Et ouais, c'est hyper, c'est anxiogène parce que quand on est tendu autant dans la structure, le fait de dire je vais prendre mon meilleur élément, je vais le sortir et je vais le mettre sur un truc qui va rapporter que dalle pendant 2 ou 3 quarters. C'est un gros risque, surtout sur ton meilleur sales. Ouais, mais en fait, la leçon de tout ça, c'est que jamais perdre le founder mindset, en fait. Le jour où tu t'assois, c'est fini. C'est fini. Et ça marche à toutes les échelles, à toutes les tailles. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand on a créé cette équipe Enterprise, on crée quelque chose de nouveau. Donc il faut cet ADN de founder. Donc il faut des gens qui ont cette capacité à être dans des situations chaotiques, à tester plein de trucs. Et ça, on l'a fait quand la boîte, elle était à 20, 25 ou 30 millions. Il n'y a rien de gagné à ce moment-là. Parce que justement, pour créer ces S-curves, il faut garder cet ADN de founder. Du coup, tu parles pas mal des équipes sales, mais tu as aussi structuré les équipes CS, les équipes partners, ainsi de suite. À quel moment, en fait, tu t'es dit, déjà, j'ai besoin de diversifier mes sales motions? Trop tard. Ouais, trop tard. Mais à quel moment tu t'es dit, j'ai besoin de CS? À quel moment tu t'es dit, j'ai besoin de me renforcer sur les partenaires? Ou à quel moment tu t'es dit, ça, j'aurais dû le faire avant? CS, ça a été trop tard. Parce qu'au début, comme beaucoup de boîtes, tu te dis, non, mais nous, on n'a pas de churn. Truc de ouf. et puis en fait tu te rends compte tu n'as pas de churn juste parce qu'ils sont pas arrivés au renewal en fait. Et donc tu arrives au renewal et puis tu commences à en perdre un, tu fais bon, c'est un outlier quoi. Et puis tu commences à voir que ça arrive de plus en plus. Et puis le jour où tu te rends compte qu'en fait le churn, le revenu que tu perds est équivalent au quota d'un sales rep, tu te dis putain, je suis en train de recruter des reps juste pour combler un trou, enfin un leaky bucket, horrible. Et ouais, ça a été trop tard, j'aurais dû le faire bien avant. Notre premier premier CS, Chris, il est arrivé, je pense qu'on était pareil, aux alentours de 15 millions, quelque chose comme ça, 15 millions d'ARR, bien trop tard. Bien trop tard. Ouais, je le ferais. Il y a 2 choses que je ferais différemment en CS. CS, je le recruterais tout de suite. Pas pour le renewal, mais juste pour m'assurer que le produit est bien implémenté. Parce qu'un produit bien implémenté, c'est un client content. Un client content, c'est le meilleur commercial qu'on peut avoir à l'extérieur.
Parce qu'au tout début, la marque, elle vaut rien. On n'a aucune crédibilité. Et donc, du coup, on est obligé d'utiliser la crédibilité de tiers parties. Et donc, tes clients qui parlent pour toi, c'est tes meilleurs ambassadeurs. Donc, le CS, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, a posteriori, je le vois comme ça. Il faut que ce soit un white glove treatment sur les clients. Donc, c'est un investissement ultra important. Même pas pour la rétention. À ce moment-là, on s'en fout. Pour ton acquisition, c'est monstrueux, c'est colossal. Donc CS, j'investirais beaucoup plus aujourd'hui en post-sales que je l'ai fait à l'époque. Et l'autre truc que je ferais, c'est qu'on a fait d'ailleurs en 2020, c'est qu'on a sorti Customer Success de Sales. Et on a recruté Jim, un Chief Customer Officer, qui reportait directement à la CEO. Et du coup, la voix du client était entendue en exec team. Parce que le challenge d'avoir CS sous un CRO, c'est humain, le CRO, sa ligne d'horizon, c'est le quarter. Et c'est le booking et le closing. Et on a beau dire, mais le CRO, je pense que c'est un titre qui est un petit peu surfait. Beaucoup de CRO sont des super VP Sales, en fait. Mais des CRO qui réussissent à être à l'aise sur des horizons de temps différents et qui réussissent à donner l'attention nécessaire à la base client. J'attends de voir encore. Donc du coup, nous, quand on a fait ce move de sortir et d'avoir vraiment un CCO et de traiter notre base client de manière aussi importante que nos nouveaux clients, et ça, c'était reflété dans l'organisation de l'équipe exec, ça a complètement changé, en fait. Et justement, sur cette organisation et cette structuration, toutes les différentes équipes et à quel moment tu as fait venir des managers et ainsi de suite, comment tu l'as... Là encore, c'était empirique, mais quel moment tu as ressenti d'avoir le besoin d'avoir plus de managers, d'avoir plus d'étapes pour structurer ton équipe? Quand ça fait mal. Tu vois. Non, bah après, tu as des ratios. Tu sais que, en gros, nous, le ratio qu'on utilisait dans nos plans, c'était 1/7. Donc, quand tu commences à avoir plus de 6-7 reports, faut rajouter quelqu'un, il faut mettre quelqu'un. Quelle que soit l'équipe. En tout cas, c'était comme ça que je le faisais. Ouais. C'était comme ça que je le faisais. Ouais. Après, du coup, bah, tu as des situations où tu peux pas prendre un manager, donc tu promeus quelqu'un en team lead. Tu vois. Faut faire croire qu'il est manager, mais du coup, ça te décharge un tout petit peu. Mais ouais, c'est comme ça qu'on a fait. Ouais. Okay. Je pense que là-dessus, il y a un truc que je ferais différemment aussi. C'est l'équilibre entre les recrutements externes et les promos internes. Je pense que tu vois l'investissement dans la croissance des gens de ton équipe est ultra importante. Quand on rajoute des personnes de l'extérieur, on dilue la culture de la boîte. On dilue l'équipe existante. Il faut faire très attention à respecter un équilibre, je pense, entre l'historique et les gens qu'on fait venir de l'extérieur. L'extérieur est un risque énorme pour la boîte. Et d'autant plus quand on recrute du management et des gens un peu seniors qui viennent avec des gros égos et des convictions très fortes et des playbooks qui pensent être résistants à toute épreuve et qui arrivent et qui potentiellement peuvent déglinguer complètement une orgue. Donc, typiquement, une belle chose qu'a fait un Datadog, c'est qu'ils ont réussi à garder les early très longtemps. Je crois au moment de l'IPO, il y avait encore 50% de la première équipe qui était là. Enfin, c'était des chiffres hyper importants et c'est un investissement que je recommanderais vraiment très fortement. Je voudrais revenir sur la partie rétention. Tu as parlé l'usage des CS pour toute autre chose que la rétention. Enfin, bon, après, c'est quand même un point qui est hyper important, la rétention. Tu as dit que tu n'as pas suivi ça au début. Ce n'était pas un indicateur ou en tout cas pas assez tôt. Et après, comment tu as géré en fait? Comment du coup, tu as rattrapé? Et après, comment tu as suivi ça en fait, au fur et à mesure de la croissance? Et c'est quoi les outils que tu as mis en place, ou en tout cas outils au sens large, ou les choses que tu as mis en place en fait, pour arriver à améliorer ta rétention et améliorer... Bah, tu traques des nouvelles métriques en fait. Tu traques time to go live, le pourcentage de ce qu'on a closé qui est live. Et du coup, tu vois les gens qui traînent un peu trop pour aller live. Tu mets en place des health scores sur est-ce que le produit est utilisé, est-ce que
Est-ce qu'il y a un drop dans l'utilisation du produit auquel on devrait être alerté? Donc, tu as l'équivalent d'un Salesforce en CS, ça va être un Gainsight ou ce genre de solution, quoi. Donc, Et du coup, au-delà des outils, sur les équipes, vous les aviez formés comment en fait sur la partie CS? Vous aviez fait des choses particulières on a recruté Chris, il venait du CS déjà. Donc là, du coup, tu fais venir une expérience que toi-même t'as pas. Et c'est comme ça qu'on a scalé l'équipe, quoi. Donc, ouais. Et je vais revenir sur un point que tu as abordé un peu au début, sur la partie ajouter des S-curves. Je voudrais qu'on parle un peu de l'expansion internationale. Comment en fait, comment tu l'as vécu? Comment vous l'avez mis en œuvre? Comment vous l'avez Mais en fait, dès le premier jour, on s'est considéré comme une boîte internationale. Donc, et moi, le premier outbound que j'ai fait en France, c'est peut-être au bout de 3 ans, quoi. Le marché français ne m'intéressait pas. Parce que la logique que j'avais, en tout cas à l'époque, c'était de me dire closer la Fnac ou closer Best Buy, ça va être aussi difficile. Sauf que personne ne connaît la Fnac en dehors de la France, et tout le monde connaît Best Buy. Donc les références reconnues internationalement étaient dans le marché américain. Donc en termes de retour sur investissement, clairement, il fallait investir là-bas. Et puis on attaque un marché de 300-400 millions de personnes homogènes d'un coup, là où la France, ça reste un petit marché. 60-70 millions, l'Allemagne ça va être 80 millions, et même en sommant l'Allemagne, la France et les UK, on n'arrive pas à la taille des États-Unis, quoi. Et ouvrir un nouveau marché, c'est très dur, c'est super dur. Donc du coup, autant investir sur les US au début. L'inbound qu'on avait en plus venait pas mal de là-bas. Le site, on n'a jamais eu de site en français. Notre pricing a toujours été en dollars. Nos numéros de téléphone, c'était des numéros américains. Ça faisait sonner nos 06 ça, ici, hein, mais les gens ne savaient pas où on était. Littéralement, les gens ne savaient pas où on était. Quand on nous proposait des coups de fil à des heures à la con, on les prenait, pas de problème. Ok, c'est 1h du mat, pas de problème. Même pas mal. Bah non, même pas mal, parce que si t'as mal, c'est que tu peux pas, t'as pas le droit. Enfin, il fallait qu'on soit disponible. Ce qui était hyper important, c'était de montrer qu'on... En fait, les gens se foutent de savoir où t'es physiquement. Ce qu'ils veulent, c'est savoir que t'es accessible. C'est ça qui est important. Donc en fait, le fait d'avoir pris ces calls un vendredi soir, et ce truc qui m'a marqué, c'est, je la raconte cette histoire souvent, c'est vendredi soir, je me mets au lit, il est 1h du mat, je regarde mon téléphone, et là je vois un prospect qui me demande la différence entre nous et SwiftType, est-ce que je peux jump on the call maintenant? Dur, je suis tout seul, je suis le seul à avoir reçu l'email. J'aurais pu mettre le truc de côté. Et ben non, tu prends le call. Tu te lèves, tu fous un t-shirt et tu te mets devant ta caméra. Voilà, tu es disponible. Et c'est ces petites choses-là qui font la différence, en fait, et qui ont fait qu'on a... J'ai jamais senti la friction de difficultés spécifiques de vente sur le marché américain. À partir du moment où tu étais dispo, ça fonctionnait, quoi. On avait le CTO de Crunchbase qui s'amusait un peu qui s'amusait avec nous. À chaque fois, on avait toujours du support à faire avec lui le vendredi soir. Et le gars en jouait, mais à notre avantage, parce qu'on était vraiment dispo, et du coup, le mec parlait pour nous et était notre advocate derrière localement, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, très tôt, les US étaient 70% de notre ARR. Donc, et du coup, de manière assez surprenante, la France... c'était beaucoup plus moutonnier en tout cas à l'époque, plus moutonnier qu'aux États-Unis. Et le fait d'avoir closé des comptes américains, wow, génial, quoi. Du coup, vous êtes legit, quoi, vous êtes crédible. Et donc, en fait, bizarrement, on est rentré en France via les US. D'accord. Je vois Aymeric qui se rapproche avec le micro, c'est souvent le signe en fait qu'il a des questions à poser. Et je pense que la salle aussi va avoir des questions. Ouais. Qui a envie de poser la première? Vas-y, lance peut-être la première, ça lancera les autres. Oui, on a besoin quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que c'était très inbound au départ. Alors, les sales inbound, on ne va pas se cacher, c'est facile, hein, c'est la prise de commande. Et après, c'est comme ça que je les appelle, moi, les order takers, quand ils prennent de l'inbound. Et quand il faut aller la chercher, son opportunité, ça devient plus dur. Aujourd'hui,
Ça en est où dans le split partenaire, inbound, outbound, autres canaux? Dans mes souvenirs, tu as un inbound qui fait en gros, je pense, ça va être. Toi, dans des bookings, alors c'est pas les derniers chiffres, hein, tu vois, je vais pas trahir de secret, mais l'expansion compte à compter pendant longtemps pour la moitié de nos bookings. Donc 150% de NRR, c'était ça? Non, parce que tu as du churn. Donc tu vises 130, 140, avec 10% de grosse churn et contraction. Et du coup, ton expansion rate, ton gross expansion rate va être à 40, tu vois, quelque chose comme ça. Mais la moitié de nos bookings venaient de la base existante. Du coup, ça nous a quand même énormément aidé parce que étant un produit usage-based, si nos clients grandissaient, leur trafic grandissait, le nombre de requêtes grandissait, et du coup voilà. Et après, sur l'acquisition de nouveaux logos, je dirais que tu as un tiers d'inbound sur le volume en dollars. J'ai les 40% inbound, 30% outbound et le reste via les partenaires. Si je pouvais refaire l'histoire, j'investirais beaucoup plus tôt sur les partenaires. Parce que partner, c'est un win rate qui est quasiment à 40%, plus de 40%. Et partner, c'est génial en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui sourcent pour nous, parce que eux, leur taf, en tout cas dans notre monde à nous, ils sont chez les clients. Et leur boulot, c'est d'implémenter des solutions et d'implémenter des blueprints en plus de solutions. Donc, quand ils nous connectaient à ces comptes-là, l'op était déjà ultra qualifié. Le partenaire était traîné sur la solution et du coup, c'était des deals qu'on closait avec des win rates à plus de 40%. Quoi. Là où l'outbound est plus compliqué. L'outbound, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Un gros échec, c'était le lancement de l'outbound. Lamentable, on a cramé un mec, mais le pauvre, il est parti faire de la politique derrière. Il a arrêté les sales. Il s'appelle comment, Mélenchon? C'est pas ça? Non. L'outbound, c'est l'outil le plus dur à configurer. T'inquiète, je vais y venir à l'outbound. Est-ce que vous avez des questions en follow-up ou je continue? Tu veux poser une question? J'ai une question par rapport au moment où tu fais passer ton meilleur sales, donc d'un marché qui maîtrise, où il est top performer chaque trimestre. Comment tu le convaincs de passer sur un marché où rien n'est sûr, il va peut-être rien gagner pendant 3 trimestres parce qu'il y a la partie variable. Voilà, comment tu t'y es pris et déjà, c'est quoi les freins? Le variable, tu le couvres. Tu as full comp pendant, je te garantis full comp pendant 2 quarters, et si jamais c'est encore dur dans le 3e, on parle, tu vois. Donc l'idée, c'est, tu te mets en risque, mais il faut que nous aussi, faut qu'on couvre ton risque. Et après, c'est, tu as connu la boîte en forte croissance, on a besoin de toi pour faire croître la boîte. C'est un projet hyper important pour la boîte, tu vois. Donc si tu veux avoir une trajectoire de ouf dans la structure, là, on a besoin de toi. Et donc tu fais appel à la fibre founder qui a fait qu'il a rejoint la structure initialement en fait. Donc c'est comme ça que tu fais ça. Ouais, tu garantis le variable. La personne ne peut pas être en full risque non plus quoi. Comme quand tu onboardes un nouveau sales dans le job, et puis on garantit les variables le premier trimestre. Surtout tu connais la personne, donc tu sais que c'est pas parce que tu garantis son variable que il va sit back et relax. C'est pas la personne qu'on avait, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on a fait le truc. Petite question, à plusieurs reprises tu disais ça, j'aurais fait plutôt investir dans les CS, RevOps, les partenaires. Mais à l'époque, tu étais en hyper-croissance, donc tu pouvais le faire. J'aimerais comprendre c'était quoi le rationnel pour pas le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, on est plutôt dans un mode qui a un peu changé, où c'est plus le growth at all cost, mais on est dans l'efficiency. Donc c'est plutôt, oui, on aimerait bien, mais on peut pas le faire, ou on peut pas se le payer. Est-ce que tu étais aussi dans cette logique, ou il y avait d'autres logiques et comment tu refais C'était un problème d'arbitrage, enfin, si tu peux donner plus de contexte à pourquoi tu l'avais pas fait. C'est la première fois que je faisais ça. Hein. Ouais. J'étais first timer dans le rôle. Quand j'ai rejoint Algolia, je savais pas ce que ça voulait dire BDR, AI. Je faisais semblant de comprendre les acronymes, mais je les connaissais pas. Donc moi-même, à titre perso, ma learning curve a été hyper violente dans ce rôle-là. On m'a pas dit. Personne nous a dit de faire ces choses-là à ce moment-là. Mais encore une fois, parce qu'il y a assez peu de boîtes qui connaissent l'hypercroissance. Donc il y a assez peu de track record en fait sur les choses à faire à certains instants. Et comme je disais tout à l'heure, ces décisions auraient dû être prises à des moments qui n'avaient pas de sens. Tu vois, quand on a commencé à faire du sales planning, où tu te poses, je me rappelle la première fois qu'on a fait ça, la première fois que j'ai fait ça, je fais l'exercice quand on était à peu près à 15 millions.
15 millions. Et je fais l'exercice de me dire qu'à l'année prochaine, on doit faire 100% de croissance. Donc là, tu fais ton Excel, machin, pour arriver à 100% de croissance fin d'année. Donc en projection, ça me faisait finir l'année suivante à 40 millions. Et puis là, tu retraces le truc dans l'autre sens. Combien de sales il me faut, combien de machin il me faut. Et en fait, tu te rends compte que tu es à la bourre comme jamais t'imaginais. Parce que non seulement tu n'as pas les sales, mais tu n'as pas les recruteurs pour recruter les sales. Et en fait, tu te dis, wow, on aurait dû recruter une équipe de recruteurs il y a 2 quarters en fait. Et en fait, tu es en panique complète parce que le temps est tellement contracté qu'il y a énormément de choses que tu dois faire à un instant T qui ont pas de sens. Et parce qu'il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas des centaines de boîtes qui ont connu l'hypercroissance, il n'y a pas un knowledge autour de ça qui est suffisant en fait. Et t'as pas l'enablement pour les onboarder. Pardon ? Et t'as pas l'enablement pour les onboarder. Ouais, exactement. Ouais, il manque tout ça. Ouais. Question. Alors, je ne sais pas si c'est applicable dans les contextes d'hypercroissance, mais il y a dû avoir des questions de pricing. Il y a dû avoir des questions de je suis très curieux sur c'est un business que je ne connais pas, mais sur la longueur des contrats. Je suis très curieux de savoir s'il a fallu modifier les pricing. Et je suis curieux aussi de voir comment tu vois ça évoluer, là, peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Les mois plutôt. Voilà. Est-ce que tu arrives à faire des contrats longs, plus ou moins longs ? Est-ce que tu penses que les logiques de pricing commencent à être au succès ? Est-ce qu'on est capable de garantir le succès ? Je suis assez intrigué sur comment tu vois ces logiques de pricing et par quoi tu es passé. On a eu un pricing par année. Pour te dire, oui, tu changes ton prix tout le temps. Tout le temps. Et on n'est pas les pires. Donc, et on avait des sous-versions aussi. Donc, ouais, on a eu plus de 9 versions de pricing. Un sujet passionnant, le pricing. La complexité qu'on avait, nous, c'était que étant très horizontaux, et vendant de la même manière, on vend au e-commerce, on vend aux médias, on vend à des boîtes SaaS. Finalement, le dénominateur commun à tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, tu as un pricing le seul dénominateur commun, c'est ta structure de coût. Et tu te retrouves à devoir faire un pricing qui est assez proche de la manière dont ton infra te coûte de l'argent. Et nous, ce qui coûtait de l'argent, c'était la RAM et le CPU. Et du coup, c'était le nombre de records et le nombre de requêtes. Et notre pricing, ça a été la constante un peu dans toutes ces années-là. Le cœur et les métriques qui définissaient combien tu nous payais, c'était ça, en fait, assez aligné sur le coup. Et le fait de vouloir rester horizontaux, ça nous a empêché de faire ce que tu dis, tu vois, un pricing au succès, parce que pricing au succès, ça veut dire que tu prices sur la base d'une KPI, et la KPI est spécifique à un use case. Tu vois, par exemple, on aurait pu, dans le e-commerce, si on n'avait fait que du e-commerce, on aurait fait comme Salesforce, où tu prends un cut de la GMV. Salesforce a fait ça avec Commerce Cloud. Mais si on commence à avoir un pricing comme ça sur notre site, en fait, on exclut les autres use cases. Et donc, on n'est plus une boîte horizontale. Et du coup, on doit se verticaliser. Donc, en fait, le coût de maintenir une horizontalité et un marché adressable hyper large, c'était d'avoir un pricing qui soit assez infra-based, ce qui a été un peu compliqué du coup dans l'e-commerce parce que les gens ne sont pas habitués à acheter sur ce type de métriques, mais à la fin, ça l'a quand même fait. C'est la logique qui a prévalu toutes ces années malgré les... Ouais, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que malgré toutes les manières dont on a tordu notre pricing, à la fin, les clients nous ont toujours payé, quasiment toujours payé la même chose. Et en fait, justement, c'est la chance d'avoir été 10 ans dans une structure et d'avoir vu toutes les versions, c'est de se rendre compte qu'en fait, à la fin, les clients payent pour la valeur. Et donc, on a eu beau monter nos prix de licence hyper élevés, la conséquence qu'on voyait à ça, c'est que nos niveaux de discount explosaient complètement. Donc, à la fin, on ne peut pas faker la valeur. Donc, on peut monter les prix. Alors, souvent, c'est pourquoi plus vite, il faut monter tes prix. Ok, d'accord. Sauf qu'en fait, en faisant ça, la valeur de ton produit n'augmente pas nécessairement. Et en montant tes prix, en plus, potentiellement, tu peux compromettre ton inbound parce que les gens vont s'auto-sélectionner out de ton produit. Donc, là-dessus, moi, je mettrais juste 2-3 commentaires. En fait, on avait reçu Patrick Campbell de Profitable Paddle qui disait, qui avait fait des études en fait, qui avaient montré que les Français avaient significativement en fait, une tendance à sous-pricer leurs produits. Du coup, peut-être que vu que vous étiez parti de la logique américaine, vous étiez peut-être mieux pricé, voilà.
Je pense que ce qu'on a fait, un petit peu, vu que c'était le e-commerce quand même qui drivait une bonne partie de nos revenus, on a quand même aligné le prix sur ce qu'eux étaient prêts à payer. Et l'idée, c'est qu'il fallait pas qu'on soit trop non plus, et fallait pas qu'on annihile notre potentiel dans le média et dans le SaaS ou autre. Donc à la fin, on a quand même, je pense qu'on a laissé de l'argent sur la table potentiellement au e-commerce, mais ça nous a permis quand même d'acquérir des clients en dehors de ce truc-là, de ce use case, quoi. Et après, pour compléter un peu par rapport à ta question, ce qu'on voit de plus en plus, alors le pricing et le packaging, en fait, moi, c'est une de mes grandes passions. Chacun ses passions. Il y a bien deux choses qu'il faut dissocier. En fait, le pricing, le price point, en fait, pour chaque feature, et ce que tu mets dedans. Et en fait, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il faut challenger en fait le pricing et le packaging tous les ans, pour vérifier en fait que quand tu fais évoluer ton produit, que tu as rajouté des features dans certains segments, ainsi de suite, il faut toujours vérifier que la valeur qui est perçue et la valeur qui est associée, elle soit bien fournie pour le bon prix et aussi pour les bons segments. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et après, il y a beaucoup de choses qui changent, qui challenge la partie pricing and packaging, c'est l'IA. Et le fait d'intégrer de l'IA et les outils qui sont basés sur l'IA, en fait, on arrive de plus en plus en fait, avec des outils qui maintenant en fait, ont un pricing au résultat. Que ce soit sur, en fait, on va résoudre, notamment, c'est très fort sur l'IA, puis après, peut-être des gens qui implémentent des choses là, qui ont peut-être un avis intéressant, mais sur de l'IA dans le customer service, et ben en fait, on va pricer en fait, au nombre de requêtes résolues. Ça arrive de plus en plus, et vraiment de plus en plus sur ce segment-là. Donc, le pricing and packaging, c'est hyper actif en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur ce sujet-là. Je vais revenir 2 secondes sur les 2 canaux qui ont été compliqués à monter et que tu aurais aimé faire plus tôt, le partenariat pour ceux que tu aurais aimé faire plus tôt et l'outbound. L'outbound, c'est très dur. Bienvenue au club. C'est quoi les trucs que tu as fait qui ont totalement foiré et qu'il ne faut surtout pas que les gens qui découvrent l'outbound fassent? Et c'est quoi les trucs que tu as réussi à cranter et que tu conseillerais de cranter plus vite, mieux aux gens qui démarrent dans cette démarche-là? L'outbound, au début, on l'a vu comme un moyen de compenser un inbound qui a ralenti. Voilà, donc c'était la stratégie. C'est donc parle à tout le monde. Et donc on s'est retrouvé avec un gars qui a carpet bombe le monde entier, en pensant que si on met 16 touch, ça va mieux marcher que les gens qui font 14 touch. Et en fait, non, pas du tout. On a juste cramé la marque et la loi des grands nombres. Donc ça a vraiment pas marché. Premier apprentissage, c'est pas du quanti. C'est non, c'est pas du quanti. Si je fast track un petit peu maintenant ma vision de l'outbound, pour moi, l'outbound, c'est une manière de double down sur ce qui marche en inbound. C'est-à-dire que quand on voit un pattern qui fonctionne particulièrement bien sur l'inbound, un profil de compte qui, dans le funnel, est hyper prédictible, qui montre des taux de conversion super bons dans un funnel, bah c'est un signe hyper fort il y a un truc qui se passe là. Donc plutôt que d'attendre que ces gens-là viennent à nous, on va aller à eux. Et donc en fait, ce qu'on a fait il y a quelques années, on a essayé de comprendre justement quelles sont ces dimensions. Alors on appelle ça ICP, tu vois, mais on a essayé de comprendre vraiment quelles sont les dimensions qui corrèlent avec une performance dans le funnel. On avait des intuitions sur le fait que e-commerce, ouais, d'accord, le marketplace, d'accord, mais finalement, est-ce qu'il y a des dimensions, des traits communs dans tous ces comptes? Et donc, à la fin, les dimensions qui étaient hyper prédictives d'une bonne performance dans le funnel, c'est le trafic sur le site. Nombre de pages indexées sur Google pour le domaine en question. Après, on voyait dans les sous-industries, les marketplaces surperformaient également. Et donc, en fait, on a utilisé tout ça pour scorer nos comptes, et scorer les 300 000 comptes sur Salesforce, avec une combinaison l'analyse en composantes principales qu'on avait faite, et puis un système un petit peu de boost et de malus sur certains comptes. Par exemple, on savait que les universités, avec le scoring qu'on avait fait, remontaient très très haut, parce qu'un site d'université, ça ressemble beaucoup à un site e-commerce, parce qu'il y a toujours un petit shop sur le site de la fac, il y a beaucoup de trafic, mais les universités, pour nous, c'était la mort, quoi. Bon, si on envoyait des gens sur les facs, ça ne closait pas, ils n'ont pas de thunes. Donc du coup, tout ce qui était université, on mettait un petit malus. Les marketplaces, c'est du e-commerce, mais pour nous, c'est du e-commerce plus, parce qu'une marketplace, c'est tech, c'est des équipes tech qui construisent ça, c'est un produit, le e-commerce, les marketplaces. Et donc, du coup, on a eu un petit bonus là-dessus. On a tout rescoré notre base Salesforce. Et ce qu'on a dit au BDR, c'est vous pouvez continuer l'outbound comme vous le faites jusqu'à aujourd'hui. Seulement, si vous réussissez à choper des opportunités sur les comptes qui ont un score au-dessus de tel niveau, on vous paye 2x
votre rate standard. Donc en gros, on a vraiment utilisé la carotte où on leur a dit on vous demande de changer un petit peu votre day-to-day, on va vous orienter vers un certain type de compte. On ne vous demande pas de nous faire une confiance aveugle, on va vous rewarder si vous le faites. Et du jour où on a fait ça, on s'est retrouvé à avoir de l'outbound qui performait aussi bien que notre inbound en termes de performance de funnel. On a même eu une équipe SMB, je me rappelle qu'on avait un souci avec l'équipe SMB qui ne gérait plus son inbound parce que l'outbound était devenu plus prédictible que l'inbound, parce que dans notre scoring, on avait aussi inclus l'ACV. Il y avait une dimension qui corrélait avec la taille potentielle du deal, là où sur l'inbound, on ne contrôle pas grand-chose en fait, sur ce qui nous arrive. Le fait d'avoir un outbound hyper opinionated, où en fait, on met énormément d'efforts sur ce qui marche, en fait, bah, ça a complètement changé la donne en fait, de notre équipe outbound. Donc on est vraiment passé d'un mode où ok, c'est pour compenser un inbound qui commence à ralentir, à non, en fait, c'est une manière d'envoyer toute ton armée, mais toute ton armée sur le truc où on voit qu'il y a une brèche qui marche. Voilà, c'était ça. Et ça, c'est le learning, mais sur plusieurs années, de comment utiliser cet outil outbound en fait. Ça ressemble. J'ai l'impression que vous avez essentiellement pu utiliser des critères firmographiques ou à quoi ressemble le compte, le nombre de pages indexées, etc. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pu utiliser avec succès ou jamais utilisé des notions d'intention, ou est-ce que vous avez utilisé des outils qui permettent de déclencher? Ça n'a pas marché. Ouais, on a utilisé les Six Sense et compagnie, là, mais ça n'a jamais été très terrible. Et vous n'avez pas réussi à créer vos propres signaux d'intention? Donc tu avais un scoring sur qui tu es. Est-ce que tu avais un scoring sur comment tu as interagi avec nous? Est-ce que ça peut vouloir dire dans l'intention que toi tu as détectée? En fait, si tu as interagi avec nous, c'est que tu es déjà venu nous voir. On n'avait pas intégré dans ce scoring le fait est-ce que tu es déjà venu sur le site ou autre. On aurait pu le faire. Par exemple. Ouais, donc clairement, on aurait pu encore plus raffiner cette formule, hein, clairement. Mais effectivement, on utilisait principalement, c'était de la firmographique avant tout, dans la manière dont on a fait ça. Et ça a été suffisant pour avoir assez de comptes à aller taper et générer du pipe, quoi. Mais effectivement, la logique, c'est ça. Hein, c'est tous les signaux qui corrèlent avec une bonne performance de funnel. Et de là, réussir à avoir suffisamment de comptes, justement derrière, en fait, la manière dont on a un petit peu étalonné notre score, c'était combien de comptes il me faut l'année prochaine pour mon équipe outbound. Et le threshold, tu le mets au niveau qui va donner suffisamment de comptes à l'équipe pour travailler, pour justement te faire ton chiffre, quoi. Donc, pas de détection de qui visite le site non plus, pas ce genre de choses? Non, mais on avait ça, mais on ne l'avait pas utilisé à l'époque. D'accord. Et le truc qui est génial quand on a un focus tel, bah, même pour l'équipe marketing, en fait, ça réduit les options. Et du coup, le content, les customer stories, les events, tout est organisé autour de cette petite niche, mais qui est une niche, mais qui finalement est suffisamment grande pour te faire ton année, en fait. Donc, et cette espèce de surinvestissement, pensez aujourd'hui débarquement, quoi. Et 6000 bateaux sur 5 plages. Ça ne pouvait que passer. Voilà, c'est la bande. C'est ça, il faut identifier la plage. Sur quoi on va mettre tous nos mecs, tous nos gars, toutes nos filles, et tout notre contenu, toutes nos ressources. C'est ça l'outbound. Autrement, on fait du saupoudrage sur des comptes qui ne nous connaissent pas, sur lesquels on n'a pas de référence. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. L'outbound comme ça ne marchera jamais. Voilà. Le focus, la clé de l'outbound. Ouais. Bonsoir. Je voudrais bien revenir un petit peu sur l'offre Enterprise. Vous l'avez lancé quand? Et au début, moi je suis un peu dans ce cas-là. Au début, qu'est-ce que tu décides de mettre dans l'offre Enterprise? Tu sais juste que tu veux la vendre plus cher, j'imagine. Mais après, c'est quoi? C'est un peu au doigt mouillé? C'est à travers genre tu avances en fonction du premier client, puis tu prends ses retours, tu l'appliques sur le deuxième client? C'est galère. On a eu plein de versions de ce truc-là. Au début, notre produit Enterprise, on a eu plein de versions, mais au tout début, ça restait à l'usage, tu vois, à la consommation, et le prix unitaire était plus cher parce que tu avais accès à des features un peu plus sympas, si tu veux, mais ça restait usage-based. Le souci qu'on a eu avec ça, c'est qu'on s'est retrouvé à closer, notamment dans le e-commerce et dans le luxe, des très grandes marques qui, je sais pas, un quartier par exemple, qui n'ont pas beaucoup de trafic sur leur site, mais qui pour autant, quand ils vendent un truc, bah, ils font beaucoup de blé, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on laissait énormément d'argent sur la table
avec le pricing qu'on avait sur cette typologie de compte. Donc on s'est demandé, ok, comment est-ce qu'on raccroche la valeur? Donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, on va faire une licence enterprise qui est hyper élevée, hyper chère, qui inclut de l'usage si tu veux, mais on commence la conversation à 100 000 balles ou 200 000 balles. Ça n'a pas été évident non plus parce que du coup, on se retrouvait à avoir des conversations où on devait discounter énormément sur certains comptes, tu vois. Et à la fin, je pense que la meilleure modèle qu'on a eu, ça a été on a regardé ce qu'ont fait les autres, Twilio, et franchement, on n'a rien inventé. Et en fait, ce qu'on voyait dans la manière dont ils priçaient leur truc, c'est qu'ils avaient vraiment une partie usage. Parce que l'usage, c'est vraiment la valeur de ton produit. Et une partie, un set de features qui était spécifique aux grandes boîtes, mais qui n'était pas du tout notre produit. Donc typiquement, les grandes boîtes, elles ont besoin de SSO, elles ont besoin de role-based access control, elles ont besoin de plein de trucs comme ça. Parce qu'elles sont grosses. Et du coup, ça, tu le charges. Tu vois. Et donc, tu te retrouves à avoir un prix en 2 blocs où tu as nous, on appelle ça la Enterprise Foundation, qui est un petit peu ce socle dont toutes les grosses boîtes ont besoin. Ça, tu vas le charger un flat à 50. Enfin, Twilio, ce qu'il faisait, c'était 72 000 $, ou le maximum entre 72 000 $ et, je ne sais plus ce que c'était, 3% de ton usage. En gros, tu as un floor, tu as 50 000 balles. Tu peux décider de les charger plus, tu vois, si leur usage est vraiment énorme. Et au-dessus de ça, tu payes pour ton usage. Donc en fait, d'un point de vue sales, c'est hyper rassurant parce que tu sais qu'au minimum, tu as quand même un plancher à 50 000, tu vois, pour, quand tu vas rentrer dans cette conversation enterprise, et que c'est que de l'upside au-dessus, en fait. Bah, c'est combien tu veux en ACV sur ton équipe enterprise? Moi, je voulais qu'ils close en moyenne 70 000. Bah, tu mets 60. Hein? Parce que c'est ce qui est rentable pour toi. Parce que, ouais, c'est ça. Et puis tu regardes ce que font les autres. Et tu vois, le Twilio, c'était 70 000 $. Bah, si Twilio le fait à 70 000 balles, c'est que les gens achètent à 70. Du coup, c'est que ça vaut 70. Bon, on va faire 70. Tu sais pas les discounts qu'ils te mettent en place Non, mais tu mets en liste, déjà, rien que le prix d'ancrage, le prix public, tu vois, tu regardes ce que font les autres. Et après a priori, t'as le discount que tu vas devoir leur donner. Ça va être une discussion équivalente à celle que Twilio a, si tu veux. Donc tu sais que tu n'es pas complètement hors des clous en mettant un prix comme ça public. Tu regardes ce que font les autres. Public, mais tu ne communiques pas dessus. Enfin, tu communiques que quand tu as la personne en face de toi. Grand sujet aussi. Moi, avec du recul, tous les prix devraient être publics. À fond. Tous les prix devraient être publics. Je vois pas pourquoi. En fait, Non, Enterprise public. Pour le coup, je suis passionné par ce truc-là. Mais cacher les prix, pourquoi on le fait? C'est les discounts qui ne seront pas publics. C'est ce que tu vas faire derrière. Mais cacher les prix, tu le fais pour les sales. Parce que les sales doivent avoir une conversation. En fait, les sales, on s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire que si tu fais un truc pour ton sales, c'est pas une bonne chose à faire. Il faut faire les choses pour le client. Et le fait d'avoir un prix public, bah, c'est génial en fait. Parce que quand la personne commence à te parler, déjà, tu n'as pas le choc, tu vois, du montant que tu dois leur communiquer. Tu sais que quand elles viennent te voir, il y a déjà eu un apprentissage énorme fait sur ton truc. Et tu peux pas gruger le client. C'est surtout ça, tu vois. Donc moi, je suis gros avocat pour moi, il faut de la transparence sur ta mécanique de prix. Enfin. Le fait d'afficher le prix, ça te fait un filtre en fait. La personne qui vient discuter avec toi, elle sait ce à quoi s'attendre et ça t'évite en fait de blinder les agendas de tes sales avec des rendez-vous en fait où les mecs va dire bon ben la plateforme me plaît vachement, c'est 80 000 balles. Il fait ah mais moi j'ai 8 000 de budget. Si tu le mets, t'es pas obligé de mettre tout, mais par contre il faut au moins que la personne ait une indication. Voilà. Après, comprennent à minima comment le prix va fonctionner. Donc tu vois des logiques de par exemple, chez Twilio, ils avaient ça, nous on a eu ça à un moment donné, où tu avais une sorte de slider où tu simulais ton usage et ça te donnait à peu près combien tu allais payer. Au moins, tu comprends la mécanique, tu vois, tu arrives à peu près à te projeter dans le pricing. Si c'est juste une black box, tu as l'impression que tu rentres dans un piège, en fait. Quand tu vas commencer la conversation, tu n'as pas confiance, en fait. Tu ne crées pas la confiance en offusquant ça, quoi. Après, pour avoir vendu 10 ans de l'enterprise, il y a aussi un sujet qui est important en fait, pour les comptes. C'est les comptes, plus les comptes sont gros, en fait, plus ils vont acheter quelque chose de différent. Quand les comptes sont petits, en fait, ils vont acheter de la fonctionnalité, ils vont acheter un service rendu. Plus les comptes vont être gros, en fait, plus ils vont acheter un accompagnement et un service end-to-end. Et donc, du coup, dans les offres enterprise, en fait, effectivement, tu as la partie ce que fait la plateforme,
qui est la partie valeur, en fait, qui est toujours hyper importante. Tu as la partie feature additionnelle que les grands comptes vont avoir besoin en plus, hein, la partie sécurité, la partie audit trail, la partie sécurité ou utilisateur. Mais tu vas aussi avoir la partie accompagnement, puisque les grands comptes en fait, vont chercher un accompagnement beaucoup plus custom. Et donc, en fait, tu vas pouvoir proposer aussi des offres en fait, différentes à tes comptes enterprise, plus de CS, plus d'architectes, plus d'expertise, plus d'ateliers, et ainsi de suite, qui vont te permettre en fait, de positionner ce package à 70K qui ne va pas être exactement structuré de la même façon que ton package à 10K ou ton package à 2K, parce qu'en fait, tu vas rajouter des choses qui sont spécifiques en fait, à ce que tes clients enterprise ont besoin. D'accompagnement. Peut-être, ouais, ça peut être de l'intégration, ça peut être de la formation, ça peut être il y a plein de choses en fait. Et ça, en fait, un des meilleurs moyens de le savoir, c'est de discuter avec tes clients et de regarder ce que tes clients consomment. Pour arriver en fait, à être performant sur ton pricing et ton packaging, en fait, surtout sur ton packaging, il faut bien en fait, analyser ce que tes utilisateurs utilisent dans leur plateforme. Et tu vas voir en fait, qu'en fonction de leur taille ou en fonction de leur panier moyen, ils vont utiliser en fait, des packs ou un volume de features différents. Et c'est là en fait qu'en faisant cette analyse, tu vas pouvoir dire, eh ben, en fait, on se rend compte que ces features en fait, qui sont peut-être dans le produit de base, ne sont en réalité en fait, utilisés que par les clients en fait, qui ont des équipes suffisamment larges, une utilisation suffisamment intense pour utiliser ces features-là. Et donc c'est celle-là en fait, que tu vas sortir de ton package starter ou pro et que tu vas mettre en enterprise. Et on a testé caché, ouvert, machin. Caché, les sales nous disaient non mais il faut vraiment cacher le prix parce que si on le cache, on va pouvoir déglinguer. Que dalle. Rien du tout. La transparence paye. C'est vraiment ce mindset. Et pour le coup, j'ai été, tu vois, head of sales, quoi. Je comprends pourquoi les sales veulent ce genre de truc, mais souvent, il faut protéger le client et la boîte des sales. Juste une petite question, une petite question par rapport à l'enterprise, ce que tu es en train de dire. On sait que le package SSO, licence 54, ça marche très bien. Et puis après, c'est à la consommation. Moi, je suis sur un modèle de streaming, donc ça marche très bien. Après, c'est vrai que dès qu'on passe sur l'enterprise, j'aime bien l'idée du slider, mais c'est quand même compliqué parce que chaque grand compte est différent. On va prendre un gros corpo, par exemple. Chaque corpo est différent, la culture d'entreprise est différente. On peut pas, c'est compliqué. Donc, vous affichez du package en enterprise en mode on a un package enterprise à partir de 50K, 80K. Parce que souvent, on a les packs starters, mais souvent, on va afficher les primes dès qu'on rentre sur l'enterprise. C'est quand même, nous, clairement, c'est opaque chez nous, puisque en fait, chaque corpo est différent et on n'est pas sur les mêmes paniers, quoi. Bah, si la logique, après ça dépend des boîtes, mais nous, en enterprise, on se retrouvait à charger à l'usage aussi, si tu veux. Donc, leur expliquer à quelle sauce ils vont être mangés en fonction de leur volume d'usage, bah, c'est hyper intéressant parce qu'ils peuvent se projeter, si tu veux. Après, peut-être que c'est différent chez vous, mais rien que l'indication starting at, bah, elle est déjà pas mal. Tu vois. Nous, on a eu des versions où on me disait rien, quoi. Rien, genre viens nous voir. Tu vois. Ouais, je pense que le truc pas bon, c'est le rien vient nous voir. Ouais. Et à partir du moment où il y a du prix sur la page pricing et qu'il y a un contact us for more, unlimited, je sais pas quoi, tu vois, la perception du client, la perception du client, elle peut être il peut être choqué parce qu'il peut se retrouver à avoir allez, $30, $100, $500, 3 plans enterprise, et il commence la conversation enterprise, il dit c'est 100 000 balles. Mais attendez, on parle pas de la même boîte là. Enfin, votre produit, il vaut 500 balles. Dans quel monde il vaut 100 000 balles, tu vois. Rien que ta page pricing communique énormément de choses en fait. Dernière question. Alors, une dernière question, je suis désolé, on va faire la demoiselle qui est devant. Priorité aux dames. Et la dernière, je la garde pour moi. Ce sera sur les partenaires, si on l'a pas fait. Oui, j'avais une question sur le staff et la gestion de cette hyper-croissance. Tu disais, il faut vraiment garder les gens du début. Ils ont un super mindset. C'est des gens qui font la culture. Tu disais aussi que toi, tu savais pas beaucoup. T'as pas été entouré, donc acquérir à l'extérieur, ça te permet aussi d'apprendre de ça. Par ailleurs, ça crève l'hypercroissance. Tu as des équipes qui sont historiques, qui sont pris la vague des différentes étapes. Comment tu trouves la balance entre, et que tu as trouvé toi parce que tu es parti du coup, le time to go et time to stay, tu vois, comment tu équilibres ce truc-là dans la manière dont tu gardes ou fais venir des gens? Je suis hyper intéressée par cette partie-là. Je pense que l'équipe early, tu vois, tant que tu as... Alors, je ne vais pas parler pour eux, mais tant que tu as l'impression de progresser, d'apprendre, d'être sur des nouveaux challenges et d'être
constamment sur des sujets nouveaux et différents. Tu vois, moi, j'ai l'impression d'avoir changé de taf tous les 6 mois, en fait, pendant 10 ans. Je suis pas resté 10 ans dans la boîte. Tu vois, je suis resté 20 fois 6 mois, quoi. Et c'est ça qui fait rester. En tout cas, sur les gens qui ont ce mindset des pionniers, tu vois. Donc, pour ça, remettre des gens sur des sujets toujours compliqués, leur faire confiance, les laisser honneur de ces sujets-là, c'est ce qui fait que les gens restent. C'est ce qui les stimule. Alors certes, ils sont crevés, mais je pense que cette stimulation, c'est ce que les gens cherchent. Et tant qu'ils l'ont, ils restent. Le jour où tu commences à passer sur un modèle où tu as des managers qui concentrent les décisions, où on te dit c'est le playbook, où tu te casses, où on te dit ton idée elle est sympa, mais en fait c'est pas ton rôle, tu vois, c'est pas ton job. Ça tue. Ça tue cet esprit des gens d'origine, entre guillemets. Et quand ces gens-là partent, bah, tu perds la driving force de la structure, en fait. Parce que ce qui fait qu'une boîte va de l'avant, c'est que tous les gens vont de l'avant, en fait. Il faut que les gens aient envie d'avancer, de challenger le statu quo et d'avoir des idées et d'optimiser. Un truc que je disais souvent à tous les gens qui recrutent, qui rejoignaient mon équipe, c'est il y a un truc que je te demande, c'est quand tu vas quitter ce rôle-là, il faut que tu le rendes dans un état meilleur que quand tu es arrivé. SDR, quoi que ce soit, tu vas passer 40-50 heures par semaine à faire ça, tu seras forcément plus expert que moi du taf, tu es CEO du rôle. Rends-le dans un meilleur état, améliore-le. Et rien que ça, tu vois, dans tous les rôles dans la structure, tu peux motiver les gens comme ça, si tu veux. Et je pense que tant que tu peux garder cet esprit-là, la boîte, du coup, reste comme ça. Donc time to go, c'est quand tu n'as plus ça, en fait. Tu vois ? Jason Lemkin disait qu'il fallait rajouter une personne extérieure à ton COMEX tous les 10 millions d'ARR. T'es d'accord ? Pour faire ce qu'elle dit et qui est très vrai, que quand tu es en entre-soi, et je le sais parce que moi, j'ai pas dit qu'il ne faut pas recruter l'extérieur. On n'a pas appris assez et assez vite. Et alors que les gens qui arrivent de l'extérieur, quand c'est les bonnes personnes, ceux qui tuent ta culture. Ce que je disais, c'est que c'est un équilibre. Ouais. Faire attention de ne pas trop diluer. C'est ça mon point. Et évidemment, il faut faire venir des gens de l'extérieur. Mais c'est dans les deux sens, cet équilibre. C'est-à-dire que c'est trop resté entre soi et entre founding members. Au bout d'un moment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Bien sûr. Je te cite. Il faut faire venir des gens qui ont la connaissance qu'on n'a pas. Et même dans les gens qu'on fait venir et au COMEX, il faut faire très, 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 très attention. Les gens qui viennent de Salesforce, ils n'ont pas construit Salesforce. Ils étaient employés de Salesforce. Donc, il y a encore une fois, dans les personnes qu'on fait venir, et surtout tout en haut, prendre des gens qui ont cette founder mentality et qui ont construit des choses. Pas nécessairement des fondateurs. Non, esprit fondateur. Esprit fondateur, c'est ça. Le founder mode, c'est pour tout le monde. Et donc, récemment, dans les recrutements les plus récents, dans les critères qu'on va regarder, c'était des choses qu'on considérait comme des signaux faibles à l'époque et qui maintenant, moi, c'est des signaux hyper forts. Est-ce qu'ils ont réussi à rester longtemps dans une boîte en croissance dans laquelle ils ont eux-mêmes grandi. Donc, typiquement, tous les profils qui font 2 ans, 4 fois de suite, out. Donc, t'en bouges plus d'américain. Non, ça se trouve. Non, ça se trouve. Là, Michel, c'est quand même leur spécialité. Notre CRO là, qui est là aujourd'hui, elle a fait, dans son track record, elle venait de 3 ans, 4 ans de Dropbox avant de venir chez nous. Chez Dropbox, elle a fait l'équipe Enterprise Sales. Ça n'a pas été facile parce que c'est une boîte consumer, Dropbox. Et donc, quand on lui parle, on voit des cicatrices partout dans son histoire. Et c'est génial. Et en fait, le scar tissue, moi, c'est un indicateur de si la personne est capable de serrer les dents et de changer les choses. Et donc, elle nous racontait des histoires vécues, très tactiques, de trancher, quoi, vraiment. Et ça, j'adorais. Et en même temps, elle est capable de contextualiser, de prendre vachement de recul par rapport à ça. Et elle a réussi à faire des choses pendant ces années-là. Ça, c'est un founder pour moi. Elle n'a pas créé de boîte, mais pour autant, elle a été founder dans Dropbox. Et avant Dropbox, elle était la première responsable des ventes de Watson pour IBM. Pas facile. Et donc, elle s'est tapée des sujets super durs. Elle a mangé des cailloux et elle est restée. Elle a serré les dents. Elle a réussi. C'est bien sûr des gens comme ça de l'extérieur. T'en prends tous les jours. Et voilà.
Et donc ma dernière question, c'est sur les partenaires, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et c'est aussi un canal hyper important dont j'ai souvent entendu parler. Les partenaires qui étaient les bons partenaires pour vous, ils avaient un profil assez uniforme, et ils ressemblaient à quoi si c'est le cas? Ou alors ils étaient assez protéiformes, il y avait plusieurs typologies de partenaires, et dans ce cas-là, c'est combien de typologies? Il y a pour nous, il y a deux grands types de partenaires, les ISV, Independent Software Vendor, donc les gens qui allaient soit nous intégrer directement, ou des gens avec qui on allait faire du co-sell. C'est-à-dire qu'on avait plus ou moins les mêmes clients, et en général, quand le client avait un projet, ils choisissaient un moteur de recherche, et ils allaient choisir, je sais pas, un DAM ou ce genre de truc. Donc ça, c'est ISV. Donc avec eux, on allait plutôt faire du co-sell. Donc typiquement, nos sales, on alignait nos sales avec leurs sales, et régulièrement, la personne chez nous qui ownait la France s'asseyait avec la personne de chez, je sais pas, Content Square qui ownait la France. Ils ouvraient leur Salesforce, à qui tu parles, et est-ce qu'on peut se faire des intros, voilà. L'autre grosse catégorie, c'est les SI, System Integrator, et les agences, dont le taf, c'est d'implémenter les solutions. Et du coup, il y a des profils par segment. C'est-à-dire que sur l'enterprise, ça va être du Accenture, du Cap, Deloitte, donc des très très gros. Et puis, on va avoir des local shops qui vont bosser avec des structures plus petites. Mais la logique, c'est la même, en fait, c'est qu'ils implémentent une API pour leurs clients. Ce qui a été pour nous, la manière dont on est rentré là-dedans, en fait, c'est en closant nous-mêmes les comptes, et du coup, au moment des implémentations, en fait, on s'est retrouvé à travailler avec les SI, et puis on les a revus sur d'autres deals, et puis au bout d'un moment, ils commencent à tilter et à se dire, Algolia, on commence à les voir beaucoup. Ils ont eux-mêmes commencé à implémenter le truc, ils sont traînés sur la tech, et puis ils se rendent compte que finalement, Algolia, c'est un peu en train de devenir une solution par défaut chez leurs clients. Peut-être qu'ils peuvent vendre des projets et les inclure dans les blueprints des projets de replatforming e-commerce. Et le jour où on réussit à faire ça, là c'est plié. C'est plié parce qu'on est dans le blueprint. Donc tous les nouveaux projets de replatforming, on va forcément être positionnés. Et ça, c'est pour le coup, c'est game changer. Donc le fait que quand on close un deal, du coup très vite, en fait, il y a un deal qui a closé. Est-ce qu'il y a un partner, est-ce qu'il y a une agence, est-ce qu'il y a un SI qui fait l'implème? S'il y a un SI, oui, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on les white glove treatment, il faut qu'on traîne leurs équipes, parce qu'eux seront nos chevaux de Troie derrière pour nous faire entrer dans d'autres comptes. Pour le premier cas de figure, vous utilisez des outils comme Reveal ou des choses comme ça, ou à l'époque ça n'existait pas encore? Des choses, ça n'existait pas. Ouais, okay. On pourrait parler encore, je pense, pendant des heures, et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On va continuer plutôt autour d'un verre, autour d'un petit rafraîchissement. Et moi, je voulais te remercier, Gaëtan, pour ce partage. Merci beaucoup, très instructif. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pris des choses et que vous avez appris des choses. Et voilà, juste pour dire un petit mot, on tient à remercier vraiment Algolia qui nous a accueillis ce soir dans les locaux, et Lucas qui nous a beaucoup aidé à l'organisation, qui a œuvré. Et vous avez effectivement un apéritif dînatoire qui nous est servi. Et merci beaucoup pour ces insights hyper précieux. J'espère que ça vous a intéressé. Merci.